Le lustre en cristal projetait des ombres dansantes sur le sol en marbre tandis que l'élite de Manhattan se mêlait, vêtue de ses plus beaux habits de soirée. Des robes de créateurs, valant plus que le salaire annuel de la plupart des gens, frôlaient les serveurs portant du champagne à $300 la bouteille. C'était le gala de la fondation Whitmore, où les familles les plus puissantes de New York se réunissaient pour voir et être vues. J'aimerais savoir depuis quel coin du globe vous regardez et, si cette histoire vous parle, assurez-vous de vous abonner. La vidéo de demain est à ne surtout pas manquer. Je me tenais près de l'entrée arrière dans ma robe empruntée, regardant ma sœur Charlotte se faufiler dans la foule comme si elle possédait les lieux. À bien des égards, c'était le cas. En tant que nouvelle vice-présidente du marketing pour Hartwell Industries, elle suscitait le respect partout où elle allait. Sa robe Valentino émeraude mettait parfaitement en valeur ses cheveux auburn, et chaque geste qu'elle faisait semblait calculé pour attirer l'attention. Pendant ce temps, je serrais ma petite pochette, une trouvaille de liquidation de la saison dernière, et j'essayais de me fondre dans le décor. L'invitation était adressée à mademoiselle Madison Hartwell et son invité, mais Charlotte avait clairement indiqué que je n'étais là que parce que notre beau-père avait insisté pour que ses deux filles assistent à l'événement social le plus important de l'année pour l'entreprise. « Essaie de ne pas nous embarrasser ce soir, Maddy, avait-elle chuchoté en entrant dans la salle. Souris simplement, hoche la tête et ne parle pas affaire avec qui que ce soit d'important. La soirée a commencé assez innocemment. Je me suis retrouvé à graviter autour des tables de l'encan silencieux, à examiner les œuvres d'art et les forfaits de vacances sur lesquels les riches donateurs enchérissaient avec une indifférence désinvolte. Une fin de semaine dans les Hamptons valant $15 000. Un voyage en jet privé à Paris évalué à $40 000. Ce n'était pas que des dons de bienfaisance, c'était des démonstrations de richesse, des affirmations de pouvoir. Maddy, te voilà enfin. La voix de Charlotte coupa mes pensées alors qu'elle approchait un groupe de ses collègues. Elle arborait son sourire le plus éblouissant, celui qu'elle réservait aux événements de réseautage et aux réunions du conseil d'administration. Tout le monde, voici ma demi-sœur, Madison. Elle est entre deux emplois en ce moment. La façon dont elle l'a dit faisait passer mon chômage pour un défaut de caractère plutôt que pour le résultat de récentes mises à pied dans le secteur à but non lucratif. J'avais passé 3 ans à travailler pour une fondation d'alphabétisation des enfants, aidant les enfants défavorisés à accéder à des ressources éducatives. Le travail était enrichissant, mais mal payé, et lorsque les compressions budgétaires ont frappé, j'ai été parmi les premières à partir. Enchanté de vous rencontrer, a déclaré Patricia Ashworth, la superviseure de Charlotte et une femme dont la réputation de tactiques commerciales impitoyables la précédait partout. Que faisiez-vous avant votre transition ? Je travaillais dans l'éducation à but non lucratif, ai-je répondu, gardant ma voix stable malgré le ton condescendant de la pièce, plus précisément avec des programmes d'alphabétisation pour les communautés mal desservies. Le rire de Charlotte était strident et blessant. Oh, Maddy a toujours été l'idéaliste. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait changer le monde en apprenant aux enfants à lire. Le groupe a gloussé poliment, mais je pouvais voir le mépris dans leurs yeux. Dans leur monde, gagner de l'argent était la seule mesure qui comptait. Comme c'est admirable, a dit Patricia, bien que son ton suggérait tout sauf de l'admiration. Et quels sont vos plans maintenant ? Vous n'avez sûrement pas l'intention de rester dans ce secteur ? Avant que je puisse répondre, Charlotte a enchaîné. En fait, j'essaie de la convaincre d'être plus pratique. Peut-être quelque chose dans le commerce de détail ou l'hôtellerie, vous savez, quelque chose de plus adapté à ses compétences. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Charlotte savait exactement ce qu'elle faisait. Devant ses gens, ses collègues, ses mentors, les personnes même dont les opinions pouvaient faire ou défaire des carrières, elle diminuait systématiquement tout ce pour quoi j'avais travaillé, me faisant paraître petite, insignifiante, indigne de leur temps ou de leur respect. Le secteur des services est certainement un travail honnête, a déclaré James Whitmore III, héritier de la fortune Whitmore et haut honoraire de ce soir. Sa voix portait le genre de mépris désinvolte que seule la richesse générationnelle pouvait produire. Tout le monde ne peut pas gérer les complexités du leadership d'entreprise. J'ai senti mes joues brûler, mais je me suis forcé à garder mon calme. C'était le monde de Charlotte, pas le mien. C'étaient ses gens, ses opportunités, son moment de briller. J'étais juste la demi-sœur maladroite qui n'avait pas sa place ici. La conversation a continué, comme les conversations le font lors de ces événements, passant fluidement d'un sujet à un autre. Ils ont discuté des tendances du marché, des fusions à venir, des résidences secondaires dans les îles Caïmans. Je me tenais là comme un fantôme, présente mais invisible,
les écoutant traiter des millions de dollars comme de la menue monnaie alors que je m'inquiétais de payer mon loyer le mois prochain. Vous savez, a dit Charlotte, sa voix prenant ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de livrer ce qu'elle considérait comme de la sagesse, la situation de Maddie est en fait un parfait exemple de ce qui arrive lorsque vous ne pensez pas stratégiquement à votre carrière. Elle a passé des années à courir après un fantasme de faire une différence au lieu de développer une réelle valeur, de réelles compétences commercialisables. Patricia a acquiescé sagement. C'est malheureux, mais le marché ne récompense pas les bonnes intentions. Les résultats comptent. Le profit compte, l'impact qui peut être mesuré dans les rapports trimestriels. Exactement, a continué Charlotte, se réchauffant à son thème. J'ai essayé de lui faire comprendre que le sentiment ne paie pas les factures, que travailler gratuitement, essentiellement ce que sont ces emplois à but non lucratif, ne crée pas de richesse ou de sécurité. Mais certaines personnes préfèrent rester dans leur zone de confort, même lorsque ces zones sont, eh bien, soyons honnêtes, pathétiques. Le mot planait dans l'air comme une gifle. Pathétique. Ma propre sœur venait de qualifier le travail de ma vie de pathétique devant les personnes les plus influentes de sa sphère professionnelle. L'éducation que j'avais reçue, les enfants que j'avais aidés à apprendre à lire, les familles que j'avais soutenues grâce à des programmes d'alphabétisation, tout cela rejeté comme pathétique. Charlotte, ai-je dit doucement, ma voix à peine plus forte qu'un murmure, ce n'est pas juste. Juste? Les sourcils de Charlotte se sont levés dans une surprise parfaitement pratiquée. Maddie, tu as 28 ans. La plupart des gens de notre âge bâtissent des carrières, accumulent des biens, créent une réelle valeur. Tu vis dans un studio à Queens, au chômage, portant une robe qui vient probablement de TJ Maxx. Elle a fait un geste vers ma tenue avec un dédain à peine dissimulé. À quel moment appelons-nous les choses par leur nom? Le groupe a échangé des regards, certains semblant mal à l'aise face au drame familial qui se déroulait devant eux, d'autres semblant apprécier le spectacle. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement du réseautage professionnel pour Charlotte, c'était une performance. Elle établissait sa position dans la hiérarchie en démontrant à quel point elle s'était élevée au-dessus de ses racines ouvrières, m'utilisant comme le contraste parfait. James Whitmore s'éclaircit la gorge. Peut-être devrions-nous ou non, ça va, a dit Charlotte, levant une main parfaitement manucurée. Maddie a besoin d'entendre ça. Elle doit comprendre que les bonnes intentions ne se traduisent pas en succès, que ses projets passionnels ne paient pas les hypothèques, qu'à un moment donné, il faut faire face à la réalité et prendre des décisions d'adulte concernant son avenir. J'ai regardé autour du groupe, voyant mon reflet dans leurs yeux, le cas de Charité, l'échec, le récit édifiant sur ce qui arrive lorsque vous choisissez le sens plutôt que l'argent. À ce moment-là, entouré de l'élite de Manhattan dans leurs vêtements de créateurs et leurs sourires pratiqués, je me suis sentie plus petite que je ne l'avais jamais été de ma vie. Je devrais y aller, ai-je chuchoté, faisant un pas en arrière. Probablement pour le mieux, a convenu Charlotte, sa voix portant juste assez de fausse sympathie pour piquer. Ces événements peuvent être accablants lorsque vous n'êtes pas habitué à ce niveau de sophistication. Alors que je me tournais pour partir, j'ai entendu la voix de Patricia derrière moi. Eh bien, c'était éclairant. Parfois, les meilleures leçons viennent de voir ce qu'il ne faut pas faire de sa vie. Le rire qui m'a suivi alors que je m'éloignais était doux et cultivé, mais il a coupé plus profondément que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. J'ai fait la moitié du chemin à travers la salle de bal avant que les larmes ne commencent, chaudes et furieuses, et impossible à arrêter. Je me frayais un chemin à travers la foule vers la sortie quand tout a changé. Excusez-moi. La voix était profonde, autoritaire et complètement inconnue. Ça va? Je me suis retourné pour me retrouver face à un homme que je n'avais jamais vu auparavant, mais quelque chose chez lui semblait étrangement familier. Il était grand, probablement au début de la trentaine, avec des cheveux foncés et le genre d'assurance qui suggérait qu'il était habitué à être la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce. Son smoking était clairement fait sur mesure, lui allant avec la précision qui ne venait que du meilleur tailleur du monde. Mais ce sont ses yeux qui m'ont glacé. Il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait identifier, de l'inquiétude, oui, mais quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Je vais bien, ai-je menti précipitamment, essuyant mes joues. Je pars juste tôt. Madison, il a dit mon nom comme s'il me connaissait, comme si nous étions de vieux amis plutôt que des étrangers. Ne les laissez pas vous chasser. Pas ce soir. L'assurance dans sa voix, la façon dont il prononçait mon nom, la certitude avec laquelle il se tenait là, tout était si inattendu que je me suis retrouvé à le regarder avec confusion.
Je suis désolé. Est-ce qu'on se connaît? Son sourire était énigmatique, ne révélant rien tout en suggérant en quelque sorte tout. Nous nous connaîtrons. Avant que je puisse traiter sa réponse énigmatique, l'étranger a tendu le bras avec l'aisance pratiquée de quelqu'un d'habitué aux événements formels. Voulez-vous danser? Je crois que la soirée ne fait que commencer. La question m'a complètement prise au dépourvu. Me voilà, les larmes menaçant encore de couler, ma confiance brisée par l'humiliation publique de ma sœur, et cet homme manifestement riche et important, me demandait de danser comme si de rien n'était. Gégé ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je balbutié, jetant un coup d'œil au groupe de Charlotte. Ils étaient toujours regroupés, disséquant probablement ma sortie dramatique avec la même précision analytique qu'ils appliquaient au rapport trimestriel. Je devrais vraiment y aller. Devriez-vous? Son ton était doux mais stimulant. Où voulez-vous? Beaucoup d'amour et d'efforts ont été déployés pour donner vie à cette histoire. Si vous l'appréciez, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne. Maintenant, revenons à l'endroit où nous nous étions arrêtés. La distinction m'a frappé comme une révélation. Depuis combien de temps vivais-je ma vie en fonction de ce que je devais faire plutôt que de ce que je voulais? Suivre les attentes, éviter les conflits, me faire plus petite pour accommoder les zones de confort des autres. Je ne connais même pas ton nom, ai-je dit, bien que, même au moment où les mots quittaient ma bouche, je réalisais que j'envisageais son offre. Les noms peuvent attendre, a-t-il répondu. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait qu'il en savait déjà beaucoup plus sur moi que je n'en savais sur lui. En ce moment, je suis juste quelqu'un qui croit que vous méritez mieux que de vous éclipser d'ici comme si vous aviez fait quelque chose de mal. Ces mots résonnaient avec une vérité que je n'avais pas été prête à affronter. Je n'avais rien fait de mal. J'avais consacré ma carrière à aider les enfants à apprendre à lire, à leur donner des outils qui leur serviraient toute leur vie. J'avais choisi le but plutôt que le profit, l'impact plutôt que le revenu. Le fait que notre société sous-évalue un tel travail ne le rendait pas sans valeur. Je me suis retrouvé à placer ma main dans la sienne, le laissant me conduire sur la piste de danse qui occupait le centre de la salle de bal. L'orchestre jouait quelque chose de classique et d'élégant, le genre de musique qui appartenait au film sur les gens élégants vivant des vies élégantes. Alors que nous commencions à bouger ensemble, j'ai été frappé par la façon dont nous nous emboîtions naturellement. C'était un excellent danseur, menant avec assurance mais sans jamais forcer, me faisant me sentir gracieuse même si je n'avais pas dansé formellement depuis le bal de fin d'études secondaires. Pendant quelques minutes, j'ai oublié les mots cruels de Charlotte, j'ai oublié mon chômage, j'ai oublié de me sentir comme une étrangère dans ce monde scintillant. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, a-t-il dit alors que nous tournions lentement sur le sol poli. Attendu? J'ai levé les yeux vers lui, cherchant des indices sur son visage. Tu continues à parler comme si tu me connaissais, mais je suis certaine que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Son sourire était mystérieux, ne révélant rien tout en suggérant en quelque sorte des couches de sens cachés. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans un contexte différent. Peut-être portiez-vous des vêtements différents, aviez-vous les cheveux coiffés différemment. J'ai essayé de penser à l'endroit où j'aurais pu le rencontrer auparavant. Était-il à l'un des événements de collecte de fonds de la fondation d'alphabétisation? C'étaient des événements beaucoup plus petits, généralement organisés dans des centres communautaires ou des gymnases scolaires, pas exactement les cercles sociaux où un homme dans un smoking à $3000 apparaîtrait généralement. Étiez-vous impliqué dans un travail à but non lucratif? Ai-je demandé, bien que la question me semble absurde même au moment où je l'ai exprimée. Tout chez lui hurlait au pouvoir des entreprises et à la richesse générationnelle. En quelque sorte, a-t-il répondu, ce qui n'était pas vraiment une réponse du tout. Parlez-moi de votre travail. Le vrai travail, pas la version aseptisée que vous donnez au cocktail. La question m'a surprise par sa franchise. La plupart des gens à des événements comme celui-ci rejetaient complètement le travail à but non lucratif ou offraient des éloges condescendantes qui semblaient plus insultantes qu'une véritable critique. J'ai développé des programmes de lecture pour les enfants des communautés mal desservies, ai-je commencé hésitamment. Nous avons travaillé avec des écoles où les taux d'alphabétisation étaient inférieurs à la moyenne de l'État, où de nombreux enfants prenaient du retard avant même d'atteindre la 3e année. Alors que je parlais, quelque chose a changé dans son expression. L'intérêt poli que les riches montraient généralement lorsqu'ils discutaient de travail de bienfaisance a été remplacé par quelque chose de plus intense, de plus personnel. Continuez, a-t-il encouragé, sa voix portant une chaleur qui me donnait envie de continuer. Nous avons créé des programmes après l'école,
des camps de lecture d'été et des ateliers d'alphabétisation familiale. Le but n'était pas seulement d'apprendre aux enfants à lire, mais de bâtir une culture d'apprentissage dans les communautés où l'éducation était systématiquement sous-financée depuis des décennies. Je me suis retrouvé à parler avec plus de passion que je ne l'avais ressenti depuis des mois, me souvenant pourquoi le travail avait tant compté pour moi. Un de nos enfants, Maria, a commencé le programme en lisant au niveau de la première année en 5e année. Au moment où elle a obtenu son diplôme de 8e année, elle lisait des textes du secondaire. Elle est à l'université maintenant, étudiant pour devenir enseignante elle-même. C'est remarquable, a-t-il dit, et je pouvais dire qu'il le pensait. Combien d'enfants votre programme a-t-il servi directement? Environ 300 enfants sur 3 ans. Mais chaque enfant qui a appris à lire est rentré chez lui et s'est exercé avec ses frères et sœurs, a aidé ses jeunes cousins à faire leurs devoirs, est devenu un défenseur de l'éducation dans sa famille. L'effet d'entraînement a été énorme. Nous avions cessé de danser sans que je m'en rende compte, restant immobile au centre de la piste alors que les autres couples bougeaient autour de nous. Ils me regardaient avec une intensité qui me rendait gêné, comme s'ils voyaient quelque chose que je ne pouvais pas voir moi-même. Et vous avez perdu votre emploi à cause de compression budgétaire. Il l'a dit, ce n'était pas une question. Le principal donateur de la fondation a retiré son soutien, ai-je admis. Ils ont décidé de réorienter leur orientation philanthropique vers les programmes artistiques. Rien de mal à cela, mais cela signifiait que notre initiative d'alphabétisation perdait 70% de son budget du jour au lendemain. Qui était le donateur? La question semblait assez innocente, mais quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. Je ne suis pas sûr de devoir le dire. C'était la Fondation Morrison, n'est-ce pas? Je l'ai regardé sous le choc. Le retrait de la Fondation Morrison avait été géré avec une telle discrétion que très peu de gens en dehors de notre organisation connaissaient les détails. Comment pouviez-vous savoir ça? Au lieu de répondre, il a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule vers l'endroit où Charlotte tenait cours avec ses collègues de l'entreprise. Votre sœur travaille pour Hartwell Industries. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Hartwell Industries a acquis Morrison Media Group il y a 6 mois? Dans le cadre de l'acquisition, ils ont mené un examen complet de toutes les filiales de Morrison, y compris leur fondation. La décision de réorienter le financement loin des initiatives d'éducation est venue directement des consultants en efficacité de Hartwell. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je savais que les grandes entreprises examinaient souvent leurs engagements philanthropiques après les acquisitions, mais je n'avais jamais fait le lien avec l'entreprise de Charlotte. La fondation qui m'avait employé, le programme que j'avais bâti à partir de zéro, le travail qui avait donné un sens à ma vie, tout avait été balayé par le genre de restructuration d'entreprise dont Charlotte discutait lors des dîners comme d'un concept abstrait. Vous dites que l'entreprise de Charlotte a tué mon emploi. Je dis que l'entreprise de Charlotte a pris une décision d'affaires qui a priorisé l'efficacité fiscale par rapport à l'impact éducatif, a-t-il répondu prudemment. Que Charlotte connaisse ou non les programmes spécifiques touchés, c'est plus difficile à déterminer. Mais même lorsqu'il parlait diplomatiquement, je connaissais la vérité. Charlotte devait le savoir. En tant que vice-présidente du marketing, elle aurait été impliquée dans l'examen de toutes les grandes initiatives de l'entreprise, y compris les stratégies philanthropiques. Elle s'était assise en face de moi lors des dîners de famille pendant des mois, m'écoutant m'inquiéter des compressions budgétaires et de la sécurité d'emploi, sans jamais mentionner que sa propre entreprise orchestrerait les changements qui détruiraient ma carrière. Elle savait, elle chuchotait, la trahison coupant plus profondément que l'humiliation publique ne l'avait fait. Elle savait depuis le début, et elle n'a jamais dit un mot. Je suis désolé, a-t-il dit, et sa sympathie semblait sincère. Je pensais que vous devriez comprendre le contexte complet des événements de ce soir. J'ai regardé à travers la salle de bal vers Charlotte, la voyant avec de nouveaux yeux. La robe de créateur, le réseautage confiant, la cruauté désinvolte avec laquelle elle avait rejeté mon travail, tout cela prenait un sens différent lorsqu'on le considérait à travers le prisme d'un sabotage délibéré plutôt que d'une simple rivalité fraternelle. Pourquoi me dites-vous ça? Ai-je demandé, me retournant vers l'étranger mystérieux qui en savait en quelque sorte plus sur ma vie professionnelle que moi-même. Parce que vous méritez de connaître la vérité, a-t-il simplement dit. Et parce que certaines trahisons sont trop calculées pour être accidentelles. L'orchestre a terminé son morceau, et les couples ont commencé à quitter la piste de danse. Nous sommes restés là un moment de plus, entourés par le tourbillon de robes de soirée et de smoking, tandis que je traitais l'ampleur de ce que je venais d'apprendre. Je ne connais toujours pas votre nom, ai-je finalement dit. Il a souri,
Cette même expression énigmatique qui ne révélait rien tout en suggérant tout. Bientôt, a-t-il promis. Mais d'abord, il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez. Il m'a guidé vers le bord de la salle de bal, devant des groupes de l'élite de Manhattan, qui ont à peine jeté un coup d'œil dans notre direction alors qu'ils discutaient de fusion et d'acquisition autour d'un champagne qui coûtait plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Je me suis retrouvé à étudier les visages que nous croisions, me demandant si l'un d'eux avait été impliqué dans les machinations d'entreprise qui avaient détruit mon programme. Là, a-t-il dit, hochant la tête vers une femme distinguée dans la soixantaine qui suscitait l'attention simplement en existant. Elle portait une robe bleu nuit qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel, et ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon élégant qui parlait de styliste professionnel et de confiance générationnelle. Eleanor Whitmore. Le nom signifiait quelque chose, même pour quelqu'un comme moi qui existait en dehors de ces cercles raréfiés. Fondation Whitmore, Industrie Whitmore, salle Whitmore à l'Université Columbia, la famille façonnait le paysage de New York depuis plus d'un siècle, leur influence étant tissée dans tout, de l'éducation à l'immobilier en passant par les campagnes politiques. Je ne peux pas simplement marcher jusqu'à Eleanor Whitmore, ai-je protesté, soudainement consciente de la façon dont j'avais l'air déplacé dans ma robe de liquidation parmi les gens qui traitaient les dons de 50 000 $ comme de la menue monnaie. Elle ne me connaît pas. En fait, a-t-il dit avec ce même sourire mystérieux, elle attendait avec impatience de vous rencontrer. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire par cette déclaration énigmatique, Eleanor Whitmore elle-même s'approchait de nous. Elle bougeait avec le genre de grâce déterminée qui suggérait qu'elle avait passé des décennies à naviguer dans des salles remplies de gens puissants qui voulaient quelque chose d'elle. Madison Rivers, a-t-elle dit, tendant une main parfaitement manucurée. Je suis si heureuse de vous rencontrer enfin en personne. Le fait qu'elle connaisse mon nom complet, mon vrai nom de famille, pas le nom Hartwell que Charlotte avait adopté lorsque notre mère s'était remariée, m'a envoyé un frisson de surprise. J'ai pris sa main, notant la poignée ferme qui parlait d'une femme peu habituée à la faiblesse. Madame Whitmore, ai-je réussi, revenant aux manières que ma mère m'avait inculquées pendant mon enfance. Merci d'avoir organisé un si bel événement. Veuillez m'appeler Eleanor, et je dois vous dire que le travail que vous avez fait avec le programme d'alphabétisation de la Fondation Morrison était vraiment extraordinaire. 300 enfants directement servis avec des améliorations mesurables de la compréhension de la lecture dans tous les groupes d'âge, des résultats remarquables. Je l'ai regardé avec confusion. Comment connaissez-vous nos données d'évaluation? Ces informations n'étaient pas accessibles au public. Le rire d'Eleanor était chaleureux et sincère. Ma chère, lorsque vous avez été dans la philanthropie aussi longtemps que moi, vous apprenez à identifier les programmes qui créent réellement le changement par rapport à ceux qui créent simplement une bonne presse. Votre initiative a été signalée dans notre examen annuel des interventions éducatives efficaces. La Fondation Whitmore surveillait notre programme surveillait, évaluait, franchement, admirait, a répondu Eleanor, c'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite était si particulièrement malheureux. L'homme mystérieux s'est approché légèrement, et j'ai senti qu'il y avait plus dans cette conversation que du réseautage décontracté. Madame Whitmore, Eleanor, a des informations qui pourraient vous intéresser. Eleanor a acquiescé gravement. La décision de réorienter le financement de la Fondation Morrison loin des programmes d'alphabétisation n'a pas été prise isolément. Elle faisait partie d'une stratégie plus large mise en œuvre par les nouveaux protocoles d'efficacité de Hartwell Industries, des protocoles qui, on m'a dit, ont été défendus de manière assez agressive par certains membres de leur service de marketing. L'implication planait dans l'air comme un coup de tonnerre. Charlotte n'avait pas seulement connaissance des compressions budgétaires, elle les avait activement préconisées. Elle avait regardé des programmes comme le mien, vu les enfants que nous aidions, examiné les données montrant notre succès et décidé que cela ne valait pas la peine de le préserver. Charlotte a poussé pour les coupures, ai-je dit, les mots se sentant lourds dans ma bouche. Selon nos sources au sein de l'équipe d'acquisition de Hartwell, votre sœur a présenté un argument très convaincant pour réorienter les ressources philanthropiques vers des initiatives avec un plus grand potentiel de visibilité de la marque, a confirmé Eleanor. Les programmes d'alphabétisation, a-t-elle fait valoir, ne génèrent pas le genre de couverture médiatique ou d'engagement des donateurs qui améliorerait l'image de l'entreprise de Hartwell. J'ai pensé à tous ces dîners de famille où Charlotte m'avait écouté m'inquiéter de la sécurité d'emploi, à tout le temps où elle avait offert une sympathie générique à propos des défis du financement à but non lucratif, à tous les moments où elle aurait pu m'avertir de ce qui allait arriver. Au lieu de cela, elle s'était assise là en sachant très bien qu'elle orchestrerait ma destruction professionnelle. Mais ce n'est pas la partie la plus intéressante, a déclaré l'homme mystérieux,
attirant mon attention sur lui. Parlez-lui de la proposition alternative. L'expression d'Eleanor est devenue plus sérieuse. Après la réduction du financement de Morrison, la fondation Whitmore a soumis une proposition à Hartwell Industries. Nous avons proposé de financer intégralement le programme d'alphabétisation pendant 5 ans, étant entendu que Hartwell servirait de sponsor administratif, que les enfants continueraient à être servis, que le programme s'étendrait et que Hartwell serait pleinement reconnu pour ce partenariat philanthropique. Qu'est-il arrivé à la proposition? Elle a été rejetée, a déclaré Eleanor simplement, pas par les dirigeants chargés de l'acquisition, mais par le service marketing, plus précisément par quelqu'un qui a soutenu que le maintien de tout lien avec l'initiative d'alphabétisation précédente s'après le récit de l'évolution philanthropique stratégique de Hartwell. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté écœurante. Charlotte n'avait pas seulement échoué à sauver mon emploi, elle avait activement bloqué les tentatives de préserver le programme. Elle avait donné la priorité au message de l'entreprise sur l'avenir éducatif de 300 enfants. Pourquoi me racontez-vous cela, ai-je demandé, en regardant alternativement Eleanor et l'homme dont je ne connaissais toujours pas le nom. Parce que, a dit Eleanor, je crois qu'il faut investir dans les personnes qui créent un véritable changement, même quand, et surtout quand, le système les a laissés tomber. La méthodologie de votre programme était brillante. Vos résultats étaient mesurables et significatifs. Le fait que la restructuration de l'entreprise ait supprimé votre poste ne diminue pas la valeur de votre travail. J'apprécie cela, mais l'appréciation ne paie pas le loyer ni ne finance de nouveaux programmes. Eleanor a souri. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle nous voulions vous parler ce soir. La Fondation Whitmore lance une nouvelle initiative éducative, 5 villes, 15 écoles, un engagement sur 5 ans avec un potentiel d'expansion nationale. Nous avons besoin de quelqu'un pour concevoir et diriger le programme, quelqu'un avec des résultats prouvés et un engagement sans compromis envers des résultats concrets plutôt qu'une opportunité politique. L'offre m'a frappé comme un éclair. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était une chance de mettre en œuvre tout ce que j'avais appris du programme Morrison à une échelle que je n'avais jamais imaginée possible. Le salaire serait compétitif avec les postes du secteur privé, a continué Eleanor. Avantages sociaux complets, budget de recherche, équipe de mise en œuvre et autonomie totale sur la conception du programme. La seule exigence est que les résultats soient mesurables et durables. Je me suis retrouvé sans voix, submergé par le passage soudain du chômage et de l'humiliation publique à une opportunité qui dépassait mes rêves professionnels les plus fous. Il y a encore une chose, a dit l'homme mystérieux, et quelque chose dans son ton suggérait que c'était la révélation la plus importante. La principale source de financement du programme est déjà assurée, un engagement de $10 millions sur 5 ans, avec un financement supplémentaire disponible en fonction des résultats. Qui est le donateur, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne soit pas sûre de vouloir le savoir. Eleanor et l'homme mystérieux ont échangé un regard qui suggérait qu'ils avaient coordonné toute cette conversation. C'est là, a dit Eleanor avec un sourire significatif, que les choses deviennent particulièrement intéressantes. L'homme s'est avancé, et pour la première fois depuis notre rencontre, son expression a perdu son côté mystérieux. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à de la nervosité, comme si les prochains mots qu'il prononcerait allaient tout changer entre nous. Madison, a-t-il dit, sa voix portant un poids qui m'a fait comprendre que ce moment était un tournant. Je pense qu'il est temps que vous sachiez exactement qui je suis. Avant qu'il ne puisse continuer, une agitation près de l'entrée de la salle de bal a attiré notre attention. Charlotte approchait avec son entourage d'entreprise, le visage rouge d'une colère qui suggérait qu'elle me cherchait et n'appréciait pas les efforts nécessaires. Madison, a-t-elle crié sèchement, sa voix coupant le murmure élégant de la conversation autour de nous. Qu'est-ce que tu fais? Le contraste entre l'approche agressive de Charlotte et l'attitude aimable d'Eleanor n'aurait pas pu être plus frappant, où Eleanor incarnait la confiance de la vieille fortune et un véritable but philanthropique. Charlotte rayonnait de l'énergie désespérée de quelqu'un qui essaie de gravir les échelons sociaux tout en brûlant les ponts derrière elle. J'ai une conversation, ai-je répondu, surpris par la fermeté de ma propre voix. Les yeux de Charlotte se sont rétrécis alors qu'elle observait le groupe avec lequel j'étais, reconnaissant clairement Eleanor Whitmore mais incapable de situer l'homme à côté de moi. Tu dois venir avec moi maintenant. Tu as déjà fait assez de scènes ce soir. En fait, a interrompu Eleanor avec le genre d'autorité polie qui vient de décennies de gestion de personnes difficiles lors d'événements caritatifs, Madison et moi discutions de quelques opportunités intéressantes. Peut-être aimeriez-vous vous joindre à la conversation, Charlotte. Je crois que vous travaillez pour Hartwell Industries.
La reconnaissance dans la voix d'Eleanor n'était pas élogieuse, et le visage de Charlotte a traversé une série d'expressions alors qu'elle réalisait qu'elle faisait face à la femme dont la fondation avait essayé de sauver le programme même que Charlotte avait travaillé à éliminer. Madame Whitmore, a dit Charlotte, sa voix prenant le ton sirupeux qu'elle utilisait avec les clients importants. Quel plaisir de vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler du travail de la fondation Whitmore. Vraiment? Le sourire d'Eleanor était parfaitement poli et absolument froid. Comme c'est intéressant. J'ai aussi beaucoup entendu parler de votre travail. La tension dans l'air était palpable alors que les collègues de Charlotte se rassemblaient derrière elle, formant une barrière inconsciente entre notre petit groupe et le reste de la fête. Patricia Ashworth avait l'air particulièrement mal à l'aise, reconnaissant clairement Eleanor Whitmore et réalisant que tout ce qui se passait ici pouvait avoir des conséquences importantes sur la réputation de Hartwell Industries. Eleanor, a dit l'homme mystérieux, s'avançant avec le genre d'autorité naturelle qui faisait reculer tous les autres, c'est peut-être le bon moment pour faire les présentations. Les yeux de Charlotte ont oscillé entre lui et Eleanor, et je pouvais la voir calculer, essayant de comprendre la dynamique en jeu. Ses instincts d'entreprise l'avertissaient qu'elle s'engageait dans quelque chose de potentiellement dangereux, mais son arrogance ne la laissait pas reculer. Bien sûr, a répondu Eleanor avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Charlotte, je voudrais que vous rencontriez quelqu'un qui s'intéresse de très près à votre travail récent chez Hartwell Industries, quelqu'un qui s'est particulièrement intéressé aux stratégies philanthropiques de votre entreprise. L'homme à côté de moi a redressé ses boutons de manchette avec une précision délibérée, et quand il a parlé, sa voix portait une qualité différente de celle qu'elle avait eue lors de notre conversation précédente. Ce n'était pas l'étranger chaleureux et mystérieux qui m'avait invité à danser, c'était quelqu'un habitué aux salles de réunion et aux décisions à $1 milliard. Charlotte Hartwell, a-t-il dit, tendant la main avec une formalité d'entreprise. Alexander Sinclair. Le nom a frappé le rassemblement comme une bombe. J'ai vu le visage de Charlotte devenir blanc alors qu'elle réalisait exactement qui elle regardait, Alexander Sinclair, PDG de Sinclair Enterprises, l'homme dont l'entreprise avait discrètement acquis des positions stratégiques dans les médias, la technologie et l'immobilier au cours de la dernière décennie, dont la valeur nette personnelle était estimée à plus de $8 milliards, dont les décisions commerciales pouvaient remodeler des secteurs entiers. Monsieur Sinclair, a réussi à dire Charlotte, sa voix plus aiguë que d'habitude alors qu'elle lui serrait la main. Quel plaisir inattendu. Je n'avais aucune idée que vous étiez à New York. Je me fais discret, a répondu Alexander avec ce même sourire énigmatique qu'il m'avait montré plus tôt, mais je me fais un devoir d'assister à des événements qui pourraient s'avérer éclairants. Je l'ai regardé sous le choc, les pièces de la soirée se mettant en place avec une clarté étonnante. Alexander Sinclair m'avait observé, connaissait mon travail et avait orchestré toute cette rencontre. Mais pourquoi? Quel intérêt un PDG milliardaire pouvait-il avoir pour un travailleur sans emploi dans un organisme à but non lucratif? Patricia Ashworth s'est avancée, reconnaissant clairement une opportunité pour son entreprise. Monsieur Sinclair, je suis Patricia Ashworth, vice-présidente principale chez Hartwell Industries. Nous serions honorés de discuter d'éventuels partenariats avec Sinclair Enterprises. Le regard d'Alexander est resté fixé sur Charlotte. Je suis sûr que vous le seriez. En fait, Hartwell Industries est sur mon radar depuis un certain temps, en particulier vos récentes stratégies d'acquisition et leurs effets en aval. La façon dont il l'a dit a clairement montré que ces effets en aval incluaient la destruction de mon programme d'alphabétisation, et tous les membres du groupe ont compris l'implication. Ce n'était pas une rencontre sociale fortuite, c'était un règlement de compte. Je ne suis pas sûr de comprendre, a dit Charlotte, bien que son rire nerveux suggère qu'elle comprenait parfaitement. Laissez-moi clarifier, a répondu Alexander, sa voix prenant le genre de ton mesuré qui précédait la dévastation de l'entreprise. Il y a 3 mois, Sinclair Enterprises a commencé à évaluer d'éventuels partenariats éducatifs. Nous étions particulièrement intéressés par les programmes ayant fait leurs preuves en matière d'impact mesurable dans les communautés mal desservies. Eleanor a acquiescé avec approbation. Alexander m'a contacté pour obtenir des recommandations. J'ai immédiatement suggéré l'initiative d'alphabétisation de la Fondation Morrison. Les données étaient exceptionnelles, la méthodologie était solide, et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Imaginez notre surprise, a continué Alexander, lorsque nous avons découvert que cet excellent programme avait été éliminé, non pas en raison de problèmes de performance ou de contraintes de financement, mais en raison de préoccupations liées au message de l'entreprise. Le visage de Charlotte était passé du blanc au rouge, et je pouvais la voir lutter pour garder son sang-froid. Monsieur Sinclair,
je pense qu'il pourrait y avoir un malentendu concernant le processus de prise de décision chez Hartwell. Il n'y a pas de malentendu, l'a interrompu Alexander avec une autorité tranquille. Nous avons des communications internes, les notes de stratégie, l'analyse marketing qui a donné la priorité à, je cite, la cohérence du récit de la marque sur les résultats éducatifs. Vos signatures figurent sur des documents qui ont éliminé un programme desservant 300 enfants parce qu'ils ne se photographiaient pas bien pour les rapports annuels. L'accusation planait dans l'air comme un verdict judiciaire. Les collègues de Charlotte s'éloignaient d'elle, leurs instincts de survie les avertissant que l'association avec elle à ce moment-là pourrait être un suicide professionnel. De plus, a poursuivi Alexander, nous avons découvert que lorsque la Fondation Whitmore a offert de préserver le programme par le biais d'un financement alternatif, cette proposition a été bloquée par le même service, la même personne qui a soutenu que le maintien de tout lien avec l'initiative précédente allait, je cite, saper la refonte stratégique du portefeuille philanthropique de Hartwell. J'ai regardé Charlotte, la voyant non pas comme ma sœur aînée qui réussissait, mais comme l'architecte d'une cruauté calculée. Elle n'avait pas seulement échoué à m'aider, elle avait systématiquement détruit quelque chose de beau par pure ambition d'entreprise. Monsieur Sinclair, a désespérément interrompu Patricia, nous pouvons sûrement en discuter en privé. Il pourrait y avoir eu des erreurs de communication au sein de notre service. Oh, mais c'est l'endroit idéal pour cette discussion, a dit Eleanor avec une douceur mortelle. Après tout, la philanthropie devrait être transparente, vous ne trouvez pas, surtout quand elle affecte l'éducation des enfants? Alexander s'est tourné vers moi, et son expression s'est adoucie, passant de l'acier de l'entreprise à quelque chose de plus personnel. Madison, je dois vous dire quelque chose. La raison pour laquelle je connais si bien votre programme, la raison pour laquelle Eleanor et moi collaborons à cette initiative éducative, c'est parce qu'il y a 3 ans, vous avez changé la vie de mon neveu. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Votre neveu? David Sinclair Martinez, 7 ans lorsqu'il est entré dans votre programme parascolaire à l'école PS 247 dans le Queens. Il lisait au niveau de la maternelle en 2e année, aux prises avec tout, des devoirs à la confiance en soi. Le souvenir m'est revenu en mémoire. David, un garçon tranquille aux yeux graves, qui était si frustré par la lecture qu'il pleurait parfois pendant les séances de tutorat. Sa mère avait 2 emplois et parlait peu l'anglais, il était donc presque impossible d'obtenir de l'aide aux devoirs à la maison. David, ai-je murmuré, me souvenant du moment décisif où il a finalement lu un livre entier tout seul, de la façon dont son visage s'était illuminé de fierté et de possibilités. Vous ne lui avez pas seulement appris à lire, a continué Alexander, sa voix portant une profonde émotion. Vous lui avez appris que l'apprentissage était possible, qu'il était capable de plus que ce que quiconque avait cru. Il est maintenant en 5e année, lit au niveau du secondaire et prévoit de devenir ingénieur quand il sera grand. La pièce était devenue complètement silencieuse. Même les collègues de Charlotte écoutaient avec une attention particulière ce témoignage inattendu. Quand David m'a parlé de son professeur de lecture qui croyait en lui quand personne d'autre ne le faisait, qui restait après les heures de classe pour l'aider à s'entraîner, qui célébrait chaque petite victoire comme s'il s'agissait d'une réalisation majeure, j'ai su que je devais vous trouver. Je suis l'impact de votre programme depuis 2 ans, attendant le bon moment pour vous approcher au sujet de l'élargissement de votre méthodologie. Eleanor s'est avancée. L'initiative éducative de 10 millions de dollars dont je vous ai parlé? Alexander est le principal donateur. Cela fait des mois que cela a été planifié. Je les ai regardés tous les deux, submergés par la révélation que mon travail, le travail que Charlotte avait rejeté comme étant pathétique et sans valeur, avait été reconnu et valorisé par 2 des personnes les plus influentes du paysage philanthropique new-yorkais. Mais pourquoi tout ce secret, ai-je demandé. Pourquoi ne pas simplement me contacter directement? Le sourire d'Alexander est revenu, plus chaleureux maintenant et moins mystérieux. Parce que je voulais comprendre qui vous étiez vraiment au-delà de vos réalisations professionnelles. Je voulais voir comment vous gériez l'adversité, comment vous traitiez les personnes qui ne pouvaient pas aider votre carrière, comment vous réagissiez lorsque votre propre famille se retournait contre vous. Il a jeté un regard significatif à Charlotte, qui avait l'air de vouloir disparaître dans le sol de marbre. Ce soir, je vous ai vu conserver votre dignité face à l'humiliation publique. Je vous ai vu décrire votre travail avec passion et précision malgré le fait d'être au chômage et attaqué. Je vous ai vu vous soucier davantage des enfants que vous serviez que d'impressionner les riches autour de vous. Sa voix s'est adoucie. Madison, vous avez réussi tous les tests que je ne savais même pas que je vous faisais passer. Le poids du moment s'est abattu sur moi comme une chaude couverture.
Il ne s'agissait pas seulement d'une offre d'emploi ou d'une reconnaissance professionnelle, il s'agissait d'une justification, de la valorisation du travail que j'aimais par des personnes qui comprenaient son véritable impact. Charlotte a finalement trouvé sa voie. Tout cela est très touchant, mais Madison est toujours ma famille. S'il y a des opportunités disponibles, sûrement. Non, a dit fermement Alexander, son regard devenant froid en se fixant sur elle. Vous avez fait votre choix lorsque vous avez donné la priorité au message de l'entreprise sur l'éducation des enfants, lorsque vous avez choisi de détruire plutôt que de préserver, d'éliminer plutôt que d'élever. Il s'est retourné vers moi, et la chaleur est revenue dans sa voix. Madison, j'ai une proposition à vous faire, pas seulement l'initiative éducative, bien que cette offre tienne toujours. Je recherche un chef de l'innovation pour la nouvelle division de l'impact social de Sinclair Enterprises, quelqu'un qui comprend que le vrai succès se mesure non pas en profit trimestriel, mais en vie transformée. La salle de bal a semblé tourner autour de moi alors que l'ampleur de ce qu'il offrait s'enfonçait. Chef de l'innovation chez Sinclair Enterprises, une plateforme pour mettre en œuvre des programmes éducatifs à l'échelle nationale, des ressources au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé, et derrière tout cela, David, le garçon tranquille de 7 ans qui avait rappelé à un milliardaire que certaines choses avaient plus de valeur que l'argent. Le silence qui a suivi l'offre d'Alexander était assourdissant. Autour de nous, le bavardage élégant du gala se poursuivait, mais notre petit cercle était devenu un îlot de tension dans la mer de l'élite new-yorkaise. Je pouvais voir d'autres invités commencer à remarquer notre groupe, leur curiosité étant à son comble en voyant Eleanor Whitmore et Alexander Sinclair dans ce qui était clairement une conversation intense. Patricia Ashworth a été la première à céder, ses instincts de survie d'entreprise l'emportant sur toute loyauté envers Charlotte. Monsieur Sinclair, a-t-elle dit, s'avançant avec le sourire désespéré de quelqu'un qui essaie de sauver un navire qui coule, je veux que vous sachiez que les actions de Charlotte ne représentent pas les valeurs de Hartwell Industries. S'il y a eu des oublis dans notre processus d'examen philanthropique, je vous assure qu'ils seront corrigés immédiatement. Le rire d'Alexander était froid et précis. Oubli, Patricia? Puis-je vous appeler Patricia? Nous ne parlons pas d'erreurs de classement ou de délais non respectés. Nous parlons d'une campagne systématique visant à éliminer des programmes éducatifs réussis parce qu'ils ne correspondaient pas au récit marketing de quelqu'un. Il a sorti son téléphone avec l'efficacité des invols de quelqu'un habitué à manier l'information comme une arme. Aimeriez-vous voir la chaîne de courriel où Charlotte a soutenu que les programmes d'alphabétisation étaient des œuvres caritatives à faible visibilité qui ne parviennent pas à générer un engagement significatif des donateurs ou une couverture médiatique, ou peut-être la note stratégique où elle recommandait de réorienter les fonds vers, je cite, des initiatives photogéniques qui améliorent la reconnaissance de la marque de l'entreprise. Le visage de Charlotte était devenu cendré. Alexander, M. Sinclair, ces communications ont été sorties de leur contexte. L'ensemble du tableau stratégique. L'ensemble du tableau stratégique, a interrompu Alexander, sa voix coupant ses protestations comme une lame, et que vous avez donné la priorité à l'image de l'entreprise sur l'avenir des enfants. Vous avez examiné les données montrant un impact éducatif mesurable et avez décidé qu'il ne valait pas la peine d'être préservé parce qu'il ne se photographiait pas bien. Eleanor s'est avancée, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait passé des décennies à évaluer des initiatives philanthropiques. Charlotte, j'ai examiné la documentation que l'équipe d'Alexander a compilée. Il ne s'agissait pas de décisions budgétaires difficiles ou de priorités concurrentes, il s'agissait d'un choix délibéré de détruire des programmes efficaces au profit d'initiatives qui généreraient une meilleure couverture de presse. Le poids de leurs accusations était dévastateur. Mais ce qui a rendu la situation encore pire, c'est que je pouvais voir la vérité dans les yeux de Charlotte. Elle ne niait pas le fond de leurs allégations, elle calculait comment minimiser les dommages à sa carrière. Même si c'était vrai, a dit Charlotte, sa voix prenant le ton défensif de quelqu'un acculé, Madison n'était pas la seule personne touchée par la restructuration de l'entreprise. Ce genre de décisions difficiles se produisent tous les jours dans le monde des affaires. Vous avez raison, a répondu Alexander avec un calme mortel. Ces décisions se produisent tous les jours, c'est pourquoi je me fais un devoir de m'assurer qu'il y a des conséquences pour les personnes qui les prennent à la légère. Il s'est tourné vers Patricia, qui avait l'air de plus en plus paniquée en réalisant l'ampleur de ce qui se déroulait. Patricia, je suppose que vous connaissez les récentes acquisitions de Sinclair Enterprises dans le secteur des technologies médiatiques? Bien sûr, a répondu Patricia nerveusement. Votre entreprise a fait des mouvements très stratégiques dans les plateformes de publicité numérique, entre autres. Alexander a confirmé.
Nous contrôlons maintenant environ 30% du marché de la publicité programmatique sur lequel Hartwell Industries s'appuie pour ses campagnes de sensibilisation des consommateurs. Nous avons également une influence importante sur plusieurs des publications spécialisées qui couvrent votre secteur. L'implication planait dans l'air comme une épée. Alexander n'exposait pas seulement les actions de Charlotte, il démontrait qu'il avait le pouvoir d'affecter les activités commerciales de Hartwell Industries à une échelle qui pouvait avoir un impact sur l'ensemble de leur position sur le marché. James Whitmore III, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, prit finalement la parole. Monsieur Sinclair, nous pouvons sûrement discuter de cela comme des gens d'affaires civilisés. S'il y a eu des erreurs commises dans le processus d'examen philanthropique, je suis certain que Hartwell serait prêt à faire amende honorable. Amende honorable? La voix d'Eleanor avait le tranchant de quelqu'un dont la patience avait été épuisée. James, 300 enfants ont perdu l'accès à un soutien éducatif à cause de la vanité de l'entreprise. Comment comptez-vous réparer cela, exactement? La fondation Whitmore pourrait s'associer à Hartwell pour relancer le programme, suggéra James désespérément. Financement complet, portée élargie, tout ce qu'il faut pour démontrer notre engagement envers la philanthropie éducative. Alexander secoua lentement la tête. Les enfants que ces programmes servaient sont déjà passés à autre chose. Les enseignants qui ont été licenciés ont trouvé d'autres emplois ou ont complètement quitté l'éducation. Les partenariats communautaires qui ont mis des années à se construire ont été détruits. Vous ne pouvez pas simplement relancer quelque chose comme ça avec un chèque et un communiqué de presse. Je me suis retrouvé à regarder ce bain de sang corporatif avec un mélange de fascination et d'horreur. C'étaient certaines des personnes les plus puissantes de New York, et elles s'entredétruisaient à cause de décisions qui leur avaient semblé être une stratégie d'entreprise abstraite, mais qui avaient représenté la destruction de l'œuvre de ma vie. Cependant, continua Alexander, son ton changeant légèrement. Il y a quelque chose que Hartwell Industries peut faire pour démontrer un véritable engagement envers la philanthropie éducative. Patricia se pencha en avant avec impatience, espérant clairement une sorte de bouée de sauvetage. N'importe quoi. De quoi avez-vous besoin? Que Charlotte démissionne de son poste, avec effet immédiat, reconnaisse publiquement que les décisions de son département concernant les partenariats philanthropiques étaient contraires aux valeurs de l'entreprise, et s'engage à consulter de véritables professionnels de l'éducation, et non des services de marketing, sur toutes les futures initiatives caritatives. La demande atterrit comme un coup physique. La bouche de Charlotte s'ouvrit et se referma sans bruit alors qu'elle prenait conscience de l'ampleur de ce qui était demandé. Ses collègues reculèrent d'un pas supplémentaire, leur langage corporel indiquant clairement qu'ils se distançaient déjà mentalement d'elle. Vous ne pouvez pas être sérieux, réussit finalement à dire Charlotte. Une seule erreur de jugement ne justifie pas de détruire toute la carrière de quelqu'un. Une seule erreur, me suis-je entendu dire, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Tous les regards se tournèrent vers moi alors que j'avançais, sentant le poids de moi d'humiliation et de trahison se cristalliser en quelque chose de plus tranchant et de plus puissant. Charlotte, tu n'as pas fait une seule erreur. Tu as pris une série de décisions calculées visant à éliminer les programmes qui aidaient les enfants parce qu'ils ne servaient pas tes ambitions professionnelles. Charlotte se tourna pour me faire face, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être une véritable surprise dans ses yeux, comme si elle avait oublié que j'étais capable de me défendre. Madison, tu ne comprends pas la complexité des décisions d'entreprise. Parfois, il faut faire des choix difficiles. Des choix difficiles? Interrompis-je, sentant des années de colère refoulée trouver enfin sa voix. Charlotte, tu t'es assise en face de moi lors de dîners de famille pendant des mois, à m'écouter m'inquiéter pour la sécurité de l'emploi, à me regarder stressé à cause des coupes budgétaires, sans jamais mentionner que tu orchestrais la destruction de tout ce que j'avais travaillé à construire. La salle de bal autour de nous s'était calmée, d'autres invités attirés par l'intensité de notre confrontation, mais conservant la distance polie que la société new-yorkaise exigeait lors de scènes publiques. Tu as traité mon travail de pathétique ce soir, continuai-je, ma voix portant clairement dans l'espace soudainement silencieux. Tu as dit à ces gens que j'étais un échec, que mes choix de carrière étaient des exemples de ce qu'il ne fallait pas faire de sa vie. Mais la vérité, c'est que tu étais menacé par ce que j'avais accompli. Le sang-froid de Charlotte finit par craquer. Menacé par quoi? Par ton petit travail d'association à but non lucratif qui rapporte 30 000 $ par an. Par le fait que j'avais trouvé un travail qui comptait, répondis-je, sentant la vérité de cela résonner en moi. Par le fait que les enfants se souvenaient de mon nom parce que j'avais changé leur vie. Par le fait que lorsque les gens parlaient de mon programme, ils parlaient d'impact et de transformation,
et non de marge bénéficiaire et de rapport trimestriel. Alexander observait cet échange avec un intérêt intense, et j'ai réalisé que cette confrontation faisait également partie de son évaluation. Il voulait voir comment je gérerais le moment où j'aurais enfin le pouvoir de demander des comptes à Charlotte pour ses actes. « Tu sais quelle est la vraie différence entre nous, Charlotte ?» demandai-je, ma voix stable malgré l'émotion qui me traversait. Quand j'ai perdu mon emploi, j'ai pleuré pour les enfants qui n'auraient plus accès à nos programmes. Quand tu es sur le point de perdre le tien, tu ne penses qu'à toi. Patricia Ashworth s'éclaircit nerveusement la gorge. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans un cadre plus privé. Non, dit fermement Alexander. Cette conversation se déroule ici et maintenant, devant des témoins. Charlotte a pris ses décisions dans des salles de conseil d'entreprise, pensant que les conséquences resteraient cachées. Elle a détruit le programme de Madison lors de réunions privées, croyant que personne ne lui demanderait de rendre des comptes. Sa voix portait la finalité d'un juge, rendant un verdict. Mais certains actes exigent des comptes publics. Charlotte regarda autour du cercle de visages qui l'entourait, la froide déception d'Eleanor, le calcul désespéré de Patricia, la peur nerveuse de James, ma détermination stable et l'autorité implacable d'Alexander. Elle était seule d'une manière qui dépassait l'isolement physique. Elle était moralement et professionnellement isolée, confrontée aux conséquences des choix qu'elle avait faits avec une cruauté désinvolte. « Très bien, dit-elle finalement, sa voix cassante de rage vaincue. Vous voulez votre livre de chair, prenez-le, mais ne prétendez pas que c'est une question de justice ou d'éducation des enfants. C'est une question de vengeance, pure et simple. » Alexander sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Charlotte, si c'était une question de vengeance, tu aurais appris ton licenciement par un communiqué de presse demain matin. Le fait que tu l'apprennes directement en personne, entouré de collègues qui pourraient encore t'aider à sauver une certaine dignité de cette situation, c'est de la clémence. » Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant comme elle l'avait fait lorsqu'il avait parlé de son neveu. « Madison, je crois que tu as une décision à prendre. Directrice de l'innovation, Sinclair Enterprises. Pleine autorité sur nos initiatives d'impact social, en commençant par l'expansion nationale de ta méthodologie d'alphabétisation. Qu'en dis-tu ? » Le poids de l'offre d'Alexander s'abattit sur moi comme un manteau de possibilités et de responsabilités, directrice de l'innovation chez Sinclair Enterprises, la chance de développer ma méthodologie éducative à l'échelle nationale pour aider des milliers d'enfants au lieu de centaines, des ressources qui éclipseraient tout ce que j'avais jamais imaginé avoir à ma disposition. C'était tout ce dont j'avais rêvé et plus que je n'avais osé espérer. Mais en regardant autour du cercle de visages qui attendaient ma réponse, j'ai réalisé que ce moment représentait plus qu'une simple opportunité de carrière. C'était un test de ce que je voulais devenir, de savoir si je laisserais la trahison de Charlotte me définir ou si je m'élèverais au-dessus de cela pour devenir quelque chose de plus grand. J'ai besoin de comprendre quelque chose d'abord, dis-je, en regardant directement Alexander. Cette offre est-elle conditionnelle à la démission de Charlotte ? Me demandez-vous de choisir entre mes principes et la carrière de ma sœur ? La question le surprit, et je pouvais le voir me réévaluer une fois de plus. Eleanor haussa un sourcil approbateur, reconnaissant clairement que je pensais au-delà de mes propres intérêts. Le statut d'emploi de Charlotte chez Hartwell Industries est une question distincte, répondit prudemment Alexander. Mon offre à ton égard est entièrement basée sur tes qualifications et l'impact potentiel de ton travail. Cependant, je ne prétendrai pas que ces actions n'ont pas influencé mon évaluation de Hartwell en tant qu'organisation partenaire potentielle. Le visage de Charlotte montra une lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, comme si elle pensait que je pourrais en quelque sorte la sauver des conséquences de ses propres actes. Alors, j'ai une contre-proposition, dis-je, ma voix devenant plus forte à mesure que l'idée se cristallisait dans mon esprit. J'accepterai ton offre avec une modification. Au lieu de me concentrer uniquement sur les partenariats externes, je veux inclure une composante de responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises qui souhaitent s'associer à nos initiatives éducatives doivent démontrer un véritable engagement envers les communautés qu'elles servent, et pas seulement l'amélioration de leur propre marque. Le sourire d'Eleanor était éclatant. Un cadre de responsabilisation pour les partenariats philanthropiques d'entreprises. Brillant. Plus que cela, continuai-je, sentant la vision s'étendre au fur et à mesure que je parlais. Je veux créer un programme de certification. Les entreprises qui répondent à nos normes d'investissement communautaire authentique reçoivent une reconnaissance et des opportunités de partenariat. Celles qui ne le font pas, eh bien, elles font face aux conséquences de leur choix sur le marché.
Alexander hochait lentement la tête, et je pouvais voir le stratège commercial en lui apprécier l'élégance de l'approche. Tu parles d'utiliser les forces du marché pour encourager une véritable responsabilité sociale. Exactement. Au lieu de simplement punir les mauvais acteurs, nous créons un système qui récompense les bons tout en rendant le coût de la philanthropie superficielle trop élevé pour être durable. Patricia Ashworth avait l'air de regarder l'avenir de son entreprise être redessiné en temps réel. Mademoiselle Rivers, vous comprenez sûrement que la plupart des initiatives caritatives d'entreprise impliquent une certaine prise en compte de l'impact de la marque. Bien sûr que oui, répondis-je, me tournant pour lui faire face. Je ne suis pas naïf quant aux réalités commerciales, mais il y a une différence entre prendre en compte l'impact de la marque et donner la priorité à l'impact de la marque sur les avantages réels pour la communauté. Les entreprises qui ne peuvent pas faire la différence sont celles à qui il ne faut pas confier de responsabilité philanthropique. Charlotte retrouva enfin sa voix, bien qu'elle soit tendue et désespérée. Madison, tu es idéaliste. Tu ne peux pas simplement agiter une baguette magique et changer le fonctionnement de la philanthropie d'entreprise. Il y a des actionnaires à prendre en compte, des membres du conseil d'administration à satisfaire, des attentes trimestrielles à respecter. Charlotte, interrompis-je, et ma voix portait une autorité que je ne possédais pas au début de la soirée. Ce sont exactement les excuses qui t'ont permis de justifier la destruction de programmes efficaces au profit de programmes photogéniques. Ce sont les rationalisations qui t'ont permis de dormir la nuit après avoir supprimé le soutien éducatif de 300 enfants. Je me tournai de nouveau vers Alexander, sentant la certitude de ma décision se cristalliser à chaque mot. J'accepte ton offre, mais je veux faire les choses correctement. Je veux construire quelque chose qui nous survivra à tous les deux, quelque chose qui ne pourra pas être détruit par la prochaine restructuration d'entreprise ou le changement de priorité de la direction. Que as-tu en tête ? Demanda Alexander, et je pouvais entendre une curiosité sincère dans sa voix. Une fondation, dis-je, la vision devenant plus claire au fur et à mesure que je l'articulais. Indépendante de Sinclair Enterprises, mais financée par elle, avec son propre conseil d'administration, sa propre mission et ses propres normes de partenariat. Si ton entreprise décide un jour qu'un véritable impact communautaire est trop coûteux ou trop compliqué, la fondation continue sans vous. Eleanor rit avec délice. Madison, tu penses comme une véritable philanthrope, en construisant des institutions, pas seulement des programmes. Alexander me tendit la main avec un sourire à la fois approbateur et légèrement émerveillé. Madison Rivers, je pense que tu vas révolutionner la façon dont cette industrie conçoit la responsabilité sociale. Considère que c'est fait. Alors que je lui serrais la main, scellant l'accord qui allait transformer ma vie, j'entendis Charlotte reprendre brusquement sa respiration. Quand je la regardai, je vis quelque chose que je ne m'étais jamais attendu à voir dans les yeux de ma sœur aînée, qui avait réussi, un véritable respect mêlé à un profond regret. Madison, dit-elle doucement, sa voix dépouillée de son attitude défensive antérieure. J'ai besoin de dire quelque chose. Le groupe se tut, attendant ce qui semblait être la chose la plus honnête que Charlotte ait dite de toute la soirée. Quand j'examinais ses programmes philanthropiques pour Hartwell, commença-t-elle, ces mots venant lentement, comme si chacun de lui coûtait quelque chose, j'ai vu ton nom sur la documentation du programme. J'ai vu les indicateurs de succès, les commentaires de la communauté, les améliorations mesurables des niveaux de lecture des enfants. Elle fit une pause, luttant contre quelque chose qui ressemblait à de la honte. Je savais que c'était du bon travail. Je savais que cela faisait une réelle différence, mais je savais aussi que si je recommandais de le préserver, je devrais expliquer pourquoi je plaidais en faveur d'un programme géré par ma belle-sœur au chômage. J'avais peur que les gens pensent que je faisais du népotisme, que je laissais la loyauté familiale obscurcir mon jugement professionnel. L'aveu planait dans l'air comme une confession lors d'un procès. Alors, au lieu de cela, continua Charlotte, sa voix à peine plus qu'un murmure, je suis allé dans l'autre sens. J'ai été plus dur avec ton programme qu'avec n'importe quelle autre initiative. J'ai trouvé des raisons de critiquer des méthodologies que je savais être solides. J'ai remis en question des indicateurs de durabilité que je savais être valides. J'ai sacrifié ton travail pour prouver que je pouvais être objective. La cruauté de cela était à couper le souffle dans sa logique tordue. Charlotte avait détruit quelque chose de beau, non pas par malice, mais par crainte que le sauver ne la fasse paraître faible. Et puis ce soir, dit-elle, les larmes commençant enfin à se former dans ses yeux, quand j'ai traité ton travail de pathétique, j'essayais de me convaincre que j'avais fait le bon choix, que la femme qui avait tout donné pour aider les enfants à apprendre à lire était vraiment l'échec,
Et que la femme qui avait sacrifié ses enfants pour l'avancement de l'entreprise était vraiment le succès. Alexander et Eleanor échangèrent des regards, reconnaissant clairement qu'il s'agissait d'un moment familial privé qui avait débordé dans leurs négociations commerciales. Charlotte, dis-je doucement, sentant quelque chose se déplacer dans ma poitrine que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Tu aurais pu simplement me le dire. Tu aurais pu me prévenir de ce qui allait arriver, m'aider à m'y préparer, même si tu ne pouvais pas l'arrêter. Je sais, répondit-elle, son sang-froid finissant par craquer complètement. Je sais, et je suis tellement désolé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à ton programme. Je suis désolé pour ce que j'ai fait à ces enfants, et je suis désolé pour ce que je t'ai fait ce soir. Tu méritais mieux de moi. Tu as toujours mérité mieux de moi. Patricia Ashworth s'éclaircit la gorge inconfortablement. Peut-être devrions-nous vous laisser un peu d'intimité. Non, dit fermement Charlotte, essuyant ses yeux mais se tenant plus droite. J'ai besoin de dire cela publiquement parce que ce que j'ai fait était une politique publique, même si les gens ne le savaient pas à l'époque. Elle se tourna vers Alexander, sa voix stable malgré les larmes. M. Sinclair, je démissionne formellement de mon poste chez Hartwell Industries, avec effet immédiat. Madison a raison. J'ai donné la priorité à mes propres insécurités sur les besoins éducatifs des enfants, et ce n'est pas quelque chose qui peut être justifié par une stratégie d'entreprise ou une nécessité commerciale. Elle me regarda de nouveau, et pour la première fois depuis des années, je vis ma belle-sœur plutôt que ma concurrente. Madison, je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux m'assurer que tout le monde comprend que l'échec ici était le mien, pas le tien. Ton travail était extraordinaire, et je l'ai détruit par lâcheté et vanité. La salle de bal autour de nous s'était calmée, d'autres invités sentant l'intensité émotionnelle de notre conversation, même s'ils ne pouvaient pas entendre les mots spécifiques prononcés. « Que vas-tu faire maintenant » demandai-je, me surprenant de la sincère inquiétude dans ma voix. Le sourire de Charlotte était triste, mais en quelque sorte plus réel que toute expression que je lui avais vue depuis des années. Je ne sais pas, mais pour la première fois depuis longtemps, je vais essayer de comprendre ce qui m'importe réellement au lieu de ce que je pense impressionnera les autres. Alexander s'avança, ses instincts commerciaux reconnaissant le moment pour ce qu'il était, une résolution qui ouvrait la voie à de nouveaux départs. Madison, dit-il, je crois que tu as une fondation à concevoir et une révolution à commencer. Es-tu prête ? Je regardai une dernière fois autour de la salle de bal, admirant l'élégante foule de l'élite new-yorkaise, les lustres en cristal projetant leur lueur chaude sur les robes de créateurs et la confiance empruntée. Quand j'étais arrivé ce soir, je m'étais senti comme une étrangère, un échec, quelqu'un qui n'avait pas sa place dans ce monde de richesse et d'influence. Maintenant, j'ai réalisé que j'avais raison. Je n'avais pas ma place dans ce monde. J'appartenais à quelque chose de plus grand. 6 mois plus tard, je me tenais dans la salle de conférence étincelante au 42e étage de la tour Sinclair, regardant l'horizon de Manhattan alors que le soleil du matin peignait la ville dans des nuances d'or et de possibilités. La fondation Rivers, nommée non pas d'après moi, mais d'après la métaphore de la connaissance coulant comme de l'eau pour atteindre chaque enfant qui en avait besoin, avait dépassé toutes les projections que nous avions faites lors de ces premières séances de planification. Les résultats du programme pilote de Chicago viennent d'arriver, annonça le Dr Sarah Chen, ma nouvelle directrice de l'évaluation des programmes. Elle avait quitté son poste de professeur titulaire à Northwestern pour rejoindre notre équipe. Tirant parti de la promesse de mettre en œuvre des initiatives éducatives fondées sur des preuves à une échelle que les universités ne pourraient jamais atteindre, les améliorations en matière de compréhension de la lecture atteignent en moyenne 43% dans toutes les écoles participantes. L'engagement des parents a augmenté de 67%, et nous avons une liste d'attente de 42 écoles supplémentaires demandant à être incluses dans le programme. Autour de la table de conférence était assise une équipe qui représentait tout ce dont j'avais rêvé lorsque je travaillais dans ce bureau de centre communautaire exigu, rédigeant des propositions de subventions à la lumière d'une lampe et dépensant chaque dollar pour acheter des fournitures pour mes élèves. Eleanor Whitmore était notre présidente du conseil d'administration, apportant 5 décennies d'expertise philanthropique à notre planification stratégique. Le Dr Marcus Williams, ancien surintendant du district scolaire unifié d'Auckland, a dirigé nos équipes de mise en œuvre avec le type d'excellence opérationnelle qui découle d'années de travail au sein de systèmes éducatifs en difficulté. Le programme de certification d'entreprise génère également des résultats intéressants, a ajouté Jennifer Park, notre nouvelle directrice des relations avec les entreprises. Nous avons reçu 37 demandes d'entreprises pour la certification de partenariat de la Rivers Foundation au premier trimestre.
23 ont satisfait à nos normes en matière d'investissement communautaire authentique, 12 suivent des programmes de redressement pour améliorer leurs pratiques, et 2 se sont vus refuser publiquement la certification. Lesquels, ai-je demandé, bien que je soupçonnais d'en connaître déjà une. Hartwell Industries et Meridian Corporation, a répondu Jennifer. La demande d'Hartwell était particulièrement faible. Ils essaient toujours de reconstruire leur stratégie philanthropique après la restructuration suite au départ de Charlotte. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions à la mention de l'entreprise de mon ancienne sœur. Au cours des mois qui ont suivi le gala, Hartwell Industries a eu du mal à se remettre de la publicité négative entourant ses pratiques philanthropiques. Patricia Ashworth avait été discrètement réaffectée à un rôle moins visible, et l'entreprise avait embauché 3 cabinets de conseil différents pour l'aider à repenser son approche d'investissement communautaire. Avez-vous des nouvelles quant à savoir s'il prévoit de présenter une nouvelle demande, a demandé Eleanor. Ils ont demandé une réunion de consultation, a répondu Jennifer. Apparemment, leur nouveau PDG souhaite discuter personnellement de la manière dont ils peuvent satisfaire à nos normes de certification. Alexander, qui écoutait depuis sa position en tête de table, a souri avec la satisfaction de quelqu'un qui avait vu la justice se dérouler exactement comme prévu. Il est intéressant de voir à quelle vitesse les pressions du marché peuvent motiver un véritable changement dans le comportement des entreprises. C'était vrai. Au cours des 6 mois qui se sont écoulés depuis le lancement du programme de certification, le fait de se voir refuser le statut de partenaire de la Reverse Foundation était devenu un passif de réputation important pour les entreprises prétendant se soucier de l'éducation. Nos normes n'étaient pas impossibles à atteindre. Elles exigeaient simplement que les initiatives philanthropiques des entreprises servent réellement les besoins de la communauté plutôt que les services de marketing des entreprises. En parlant de réunions personnelles, a poursuivi Alexander, en sortant son téléphone pour consulter le calendrier. Madison, vous avez un visiteur qui vous attend dans le hall. Quelqu'un qui a spécifiquement demandé à vous voir personnellement. J'ai vérifié mon propre emploi du temps, confuse. Je n'ai aucun rendez-vous avant cet après-midi. Ce n'était pas prévu, a répondu Alexander avec un sourire qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le révélait, mais je pense que vous voudrez prendre ce rendez-vous. Curieuse et légèrement inquiète, je me suis dirigé vers l'élégant hall de la Sinclair Tower. L'espace était conçu pour impressionner, des plafonds vertigineux, des sols en marbre et des baies vitrées offrant une vue spectaculaire sur Central Park. C'était le genre d'endroit où des transactions de milliards de dollars étaient discutées avec désinvolture autour d'un café. Près de la réception, j'ai aperçu une silhouette familière qui a fait bondir mon cœur avec une reconnaissance surprise. David Sinclair Martinez, le neveu d'Alexander, le garçon tranquille de 7 ans qui avait eu du mal à lire dans mon programme parascolaire, était maintenant un enfant confiant de 10 ans, debout à côté d'une femme que je supposais être sa mère. Mademoiselle Madison, a appelé David quand il m'a vu, son visage s'illuminant d'une joie pure qui me rappelait pourquoi j'avais choisi l'éducation comme vocation. David, me suis-je empressé d'aller vers lui, m'agenouillant à sa hauteur alors qu'il me prenait dans ses bras avec enthousiasme. Regarde comme tu as grandi. Et regarde ça. J'ai fait un geste vers le gros livre qu'il portait sous le bras. Qu'est-ce que tu lis? Harry Potter et la coupe de feu, a-t-il annoncé fièrement. Il fait presque 600 pages. Mon professeur dit que je lis maintenant au niveau de la 3e. Sa mère, une femme menue avec les yeux sérieux de David, a tendu la main avec un sourire chaleureux. Mademoiselle Rivers, je suis Carmen Martinez. Je voulais vous remercier comme il se doit pour ce que vous avez fait pour David, mais je n'ai jamais su comment vous joindre après la fin du programme. Veuillez m'appeler Madison, ai-je répondu en lui serrant la main. Et vous n'avez pas besoin de me remercier. David a fait tout le travail difficile. Non, a dit Carmen fermement, sa voix portant le poids d'une conviction absolue. Vous avez sauvé l'avenir de mon fils. Quand il a commencé votre programme, il était tellement frustré par l'école qu'il pleurait tous les soirs en faisant ses devoirs. Il pensait qu'il était stupide, qu'il ne serait jamais capable d'apprendre comme les autres enfants. David leva les yeux vers moi avec un sourire. Mais vous m'avez dit que la lecture, c'était comme se muscler. Plus on s'entraîne, plus on devient fort. Tu te souviens? Je me souvenais. Cette métaphore était née lors d'une de nos séances de tutorat particulièrement difficiles, lorsque David était prêt à abandonner complètement. Je me souviens que tu as prouvé que cette métaphore était juste. Tu as travaillé plus dur que n'importe quel élève que j'ai jamais enseigné. Oncle Alex m'a parlé de votre nouvelle fondation, a dit David, sa voix prenant le genre d'enthousiasme que seuls les enfants peuvent apporter aux grandes idées.
Il a dit, vous allez aider les enfants de tout le pays à mieux lire. C'est le plan, ai-je confirmé. Nous voulons que chaque enfant ait accès au genre de soutien qui t'a aidé à réussir. Carmen a sorti une enveloppe de son sac à main, me la tendant avec une cérémonie qui suggérait que son contenu était important. David voulait vous donner quelque chose. J'ai ouvert l'enveloppe pour trouver une lettre écrite de la main attentive de David, âgé de 10 ans, ainsi qu'une photo de lui recevant un prix de réussite scolaire lors de sa remise de diplôme de l'école primaire. La lettre disait, « Chère mademoiselle Madison, oncle Alex m'a dit que vous aviez perdu votre emploi parce que des méchants pensaient que ce n'était pas important d'apprendre aux enfants à lire. Ça m'a vraiment mis en colère parce que sans vous, j'aurais encore peur des livres et de l'école. Je voulais que vous sachiez que je vais être ingénieur comme je vous l'ai dit, mais je vais aussi faire du bénévolat pour aider d'autres enfants à apprendre à lire, comme vous m'avez aidé. Maman dit que ça s'appelle rendre l'appareil. J'ai économisé tout mon argent de poche pendant 6 mois pour le donner à votre nouvelle fondation. Ce n'est que 73 $, mais oncle Alex a dit que chaque don compte. Merci d'avoir cru en moi quand je ne croyais pas en moi. Votre élève pour toujours, David. J'ai dû retenir mes larmes en terminant ma lecture. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait également l'argent de poche de David, soigneusement compté, des billets d'1 $ et des pièces de monnaie froissées qui représentaient 6 mois d'économie d'un enfant de 10 ans, donnés avec le genre de générosité qui ne vient que d'une gratitude sincère. David, ai-je dit, la voix étranglée par l'émotion, c'est le don le plus significatif que la Rivers Foundation ait jamais reçu. Vraiment? Ses yeux s'écarquillèrent de fierté. Vraiment? Savez-vous pourquoi? Il secoua la tête, se penchant en avant avec curiosité. Parce que ce don vient de quelqu'un qui comprend exactement pourquoi ce travail est important. Quelqu'un qui sait ce que ça fait de lutter contre la lecture et ce que ça fait de surmonter cette lutte. Lorsque nous utiliserons cet argent pour aider d'autres enfants, nous leur parlerons du garçon courageux qui a donné son argent de poche pour s'assurer qu'ils avaient les mêmes opportunités que lui. David rayonnait de fierté, et Carmen essuyait ses yeux avec le mouchoir qu'elle avait discrètement tenu tout au long de notre conversation. Il y a autre chose, a dit Carmen. Le professeur de David l'a recommandé pour le programme pour élèves surdoués de son collège. Il commencera des cours de mathématiques et de sciences avancées l'année prochaine. La transformation était complète. Le garçon frustré de 7 ans qui avait pleuré en faisant ses devoirs était devenu un enfant confiant de 10 ans destiné à l'accélération scolaire. C'était le genre de réussite qui me rappelait pourquoi je n'avais jamais regretté d'avoir choisi l'impact plutôt que le revenu. Alors qu'il se préparait à partir, David s'est retourné vers moi avec une dernière question. Mademoiselle Madison, pensez-vous que la méchante dame qui a essayé d'arrêter votre programme se sent mal à propos de ce qu'elle a fait? La question m'a pris au dépourvu par sa franchise et sa perspicacité. Même à 10 ans, David comprenait qu'il y avait eu des choix humains derrière les échecs systémiques qui avaient temporairement mis fin à mon programme. Je pense qu'elle se sent mal, ai-je répondu honnêtement. Et je pense qu'elle essaie de faire de meilleurs choix maintenant. C'était vrai. Au cours des mois qui ont suivi le gala, Charlotte m'avait contacté à plusieurs reprises, non pas pour demander quoi que ce soit, mais pour me tenir au courant de son parcours vers la recherche d'un travail qui correspondait à ses valeurs plutôt qu'à ses ambitions. Elle avait accepté un poste dans un petit organisme sans but lucratif axé sur la littératie financière pour les familles à faible revenu, gagnant une fraction de son salaire précédent mais trouvant une satisfaction qu'elle n'avait jamais connue dans le marketing d'entreprise. Après le départ de David et Carmen, je suis resté dans le hall pendant quelques minutes, observant l'énergie trépidante de Manhattan à travers les baies vitrées. La ville qui avait autrefois semblé me rejeter me semblait maintenant être chez moi d'une manière à laquelle je ne m'étais jamais attendu, non pas parce que j'avais appris à m'intégrer à ces structures existantes, mais parce que j'avais trouvé un moyen de modifier ces structures pour mieux servir les personnes qu'elles avaient ignorées. Mon téléphone a vibré avec un message d'Alexander, réunion du conseil d'administration dans 10 minutes. Eleanor a des nouvelles concernant la proposition d'expansion nationale. J'ai souri, empochant la lettre de David et retournant vers l'ascenseur. Il y a 6 mois, j'étais entré au gala de la Whitmore Foundation en me sentant comme un échec, portant une robe empruntée et retenant mes larmes alors que ma propre sœur qualifiait le travail de ma vie de pathétique. 6 mois plus tard, je me rendais à une réunion du conseil d'administration où nous discuterions de l'expansion de programmes d'alphabétisation fondés sur des preuves dans 15 grandes villes, financés par la plus grande initiative éducative de l'histoire philanthropique moderne. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, me ramenant vers le 42e étage où mon équipe attendait pour changer le monde, un enfant à la fois. Alors que la ville s'éloignait en contrebas,
j'ai réalisé que Charlotte s'était trompée sur presque tout cette nuit-là au gala. Mais elle avait raison sur une chose, certaines histoires ont le pouvoir de transformer des vies. Elle n'avait tout simplement pas réalisé que la mienne en était une. À mon retour dans la salle de conférence, j'ai trouvé l'équipe engagée dans une discussion animée au sujet de notre prochaine initiative majeure. Le Dr Chen présentait des données provenant de nos programmes de formation des enseignants, montrant comment les éducateurs qui avaient suivi nos cours de perfectionnement professionnel obtenaient des améliorations en lecture supérieures de 30% à celles de leurs collègues utilisant des méthodes traditionnelles. La découverte la plus intéressante, a-t-elle expliqué alors que je prenais place, est que les enseignants signalent une satisfaction professionnelle accrue et une réduction du taux d'épuisement professionnel. Lorsqu'ils voient leurs élèves faire des progrès rapides, cela ravive leur passion pour l'éducation. Jennifer leva les yeux de son ordinateur portable où elle avait examiné des demandes. En parlant de satisfaction des enseignants, nous avons reçu plus de 400 demandes pour les 15 nouveaux postes de coordonnateur régional. La qualité est extraordinaire, des chefs de département de districts prestigieux, des directeurs acceptant des réductions de salaire pour se joindre à notre mission, même plusieurs anciens surintendants. Alexander se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant la carte d'expansion projetée sur le tableau intelligent de la salle de conférence. Madison, lorsque nous avons discuté pour la première fois de cette fondation, je m'attendais à de bons résultats. Je ne prévoyais pas que nous créerions un mouvement qui attirerait les meilleurs leaders éducatifs du pays. Eleanor, toujours la stratège, pensait déjà 3 étapes à l'avance. L'élan est sans précédent, mais nous devons faire attention à ne pas prendre de l'expansion trop rapidement. L'intégrité de notre méthodologie est ce qui nous distingue des autres initiatives d'alphabétisation. Nous ne pouvons pas compromettre la qualité pour la croissance. D'accord, ai-je dit en sortant la lettre de David et en la plaçant sur la table. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de bouger trop lentement non plus. Chaque mois où nous retardons l'expansion représente des milliers d'enfants qui continuent de lutter sans soutien. Le docteur Williams, qui avait été silencieux pendant la discussion, a finalement pris la parole. Madison a raison. J'ai passé 20 ans dans l'enseignement public, à regarder des programmes prometteurs mourir en comité pendant que les enfants prennent du retard. La Rivers Foundation a quelque chose de spécial, des résultats prouvés, un financement adéquat et un leadership qui comprend à la fois les aspects éducatifs et commerciaux de la mise à l'échelle de l'innovation. Que proposez-vous, a demandé Eleanor. Je me suis levé et me suis dirigé vers le tableau intelligent où notre calendrier d'expansion montrait un plan de déploiement prudent sur 3 ans. Je pense que nous accélérons. Au lieu de 15 villes sur 3 ans, et si nous ciblions 25 villes sur 18 mois. La salle est devenue silencieuse alors que tout le monde assimilait l'ampleur de ce que je suggérais. Doubler notre vitesse d'expansion nécessiterait l'embauche de centaines de membres du personnel supplémentaire, la formation de milliers d'enseignants et la coordination avec des dizaines de districts scolaires simultanément. Les besoins en ressources seraient énormes, a dit Jennifer, calculant déjà les implications budgétaires dans sa tête, mais réalisables, a ajouté Alexander pensivement. La dotation de la fondation peut soutenir une expansion agressive, surtout avec les revenus de partenariat d'entreprises qui croissent plus rapidement que prévu. Le Dr Chen a affiché ses données d'évaluation à l'écran. Du point de vue de l'intégrité du programme, nos protocoles de formation sont solides. Nous avons affiné la méthodologie grâce au programme pilote, et nous avons suffisamment de coordonnateurs expérimentés pour servir de superviseurs régionaux. Eleanor étudiait la carte avec l'œil attentif de quelqu'un qui avait supervisé des initiatives philanthropiques au cours de 6 décennies. Le paysage politique est favorable. L'éducation est une priorité bipartite, et les élus locaux sont désireux de montrer des améliorations mesurables des taux d'alphabétisation. Nous aurions du soutien à plusieurs niveaux. J'ai ressenti le frisson familier d'une vision qui prenait forme, la même excitation que j'avais ressentie lors de la conception du programme original de la Morrison Foundation, mais amplifiée par l'ampleur des ressources maintenant disponibles pour nous. Il y a un autre facteur à considérer, ai-je dit, en pensant à la lettre de David et aux centaines d'enfants qui attendent encore de l'aide. Chaque enfant que nous atteignons crée un effet d'entraînement. David va faire du bénévolat pour aider d'autres enfants à apprendre à lire. Multipliez cela par des milliers d'élèves qui réussissent dans 25 villes, et nous ne créons pas seulement de meilleurs lecteurs. Nous créons une génération de défenseurs de l'éducation. Le sourire d'Alexander était l'expression de quelqu'un qui reconnaissait la pensée visionnaire quand il l'entendait. Madison, c'est exactement le genre de pensée systémique qui m'a convaincu que vous étiez la bonne personne pour diriger cette fondation.
Vous ne vous contentez pas de résoudre la crise d'alphabétisation d'aujourd'hui, vous construisez une infrastructure pour prévenir celle de demain. Le docteur Williams a acquiescé avec enthousiasme. Et les avantages de la rétention des enseignants se multiplient avec le temps. Les éducateurs qui constatent un succès constant dans leur classe restent dans la profession plus longtemps, deviennent des mentors pour les nouveaux enseignants et suivent souvent une formation avancée qui profite à des écoles entières. Nous devrions restructurer notre organigramme, a observé Jennifer, mais sont-on suggéré de l'enthousiasme plutôt que de l'inquiétude. Des bureaux régionaux dans chaque ville cible, des installations de formation élargies, probablement une équipe technologique dédiée pour gérer le logiciel de coordination. Eleanor prenait des notes sur sa tablette, ses décennies d'expérience en gestion de fondation étant évidentes dans la manière systématique dont elle abordait les défis logistiques. Le conseil d'administration devrait approuver une autorisation d'embauche supplémentaire, mais compte tenu de nos paramètres de réussite actuels, je ne prévois pas de résistance. Alors que l'équipe continuait de discuter des détails de la mise en œuvre, je me suis retrouvé à regarder à nouveau l'horizon de Manhattan, mais cette fois, je voyais au-delà de l'horizon immédiat. Quelque part dans ces tours de verre se trouvaient des dirigeants d'entreprises qui reconsidéraient leur stratégie philanthropique parce qu'ils voulaient la certification de la Rivers Foundation. Quelque part dans les arrondissements se trouvaient des enseignants se préparant pour les cours du lundi matin en utilisant des méthodologies qui aideraient leurs élèves à réaliser des percées en lecture. Quelque part dans les salons à travers la ville se trouvaient des enfants comme David, lisant fièrement des livres qui avaient autrefois semblé impossibles à lire. La transformation qui avait commencé par une confrontation humiliante lors d'un gala de charité se propageait de manière que je n'aurais jamais imaginée. La cruauté de Charlotte avait accidentellement catalysé une révolution dans la philanthropie éducative, prouvant que parfois les revers les plus dévastateurs créent des opportunités pour les retours les plus profonds. Alors, a dit Alexander, ramenant mon attention dans la pièce, allons-nous vraiment faire ça? Allons-nous construire la plus grande initiative d'alphabétisation fondée sur des preuves de l'histoire américaine? J'ai regardé autour de la table les personnes brillantes et passionnées qui avaient choisi de consacrer leur carrière à cette vision. Chacun d'eux aurait pu occuper des postes plus prestigieux ou obtenir des salaires plus élevés ailleurs, mais ils avaient été attirés par la possibilité de créer un changement durable dans la vie des enfants. Oui, ai-je dit, sentant la certitude résonner à travers chaque mot. Nous allons tout changer. Vous en voulez plus? Nous avons 2 histoires incroyables prêtes pour vous directement à l'écran. Si celle-ci vous a touché, celle-ci valent absolument votre temps. Cliquez pour les regarder maintenant. Et, abonnez-vous et appuyez sur cette cloche pour ne jamais manquer nos dernières mises en ligne.